Je tiens à prendre la parole, moi aussi, en deuxième lecture sur le projet de loi C-16, loi visant à protéger les victimes. J'ai envie de dire « il était temps ». Que ce soit de criminaliser les hypertrucages de nature sexuelle ou de créer des infractions pour mieux protéger les enfants d'une série de préjudices, le gouvernement est en mode rattrapage sur des enjeux sur lesquels l'Europe, l'Australie ont déjà légiféré. Je suis soulagée par le fait que le gouvernement fédéral s'attaque à la question du contrôle coercitif, qui malheureusement trop souvent précède un féminicide. Je veux rendre ici hommage aux deux ex-députés néo-démocrates, Laurel Collins et Randall Garrison, qui ont les premiers présenté des projets de loi d'initiative parlementaire à la Chambre des communes au sujet du contrôle coercitif. J'ai moi-même marrainé le projet de loi C-332 au Sénat en 2024. Il est mort au feuilleton lors de la prorogation. Ce n'est pas d'hier que les groupes venant en aide aux femmes ont réalisé qu'il y avait tout un ensemble de comportements de contrôle coercitif distincts des coups ou même, dans les pires cas, des féminicides. Au Québec, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales a beaucoup travaillé depuis 5 ans sur le contrôle coercitif, en formant plus de 6200 intervenants dans le milieu policier, judiciaire et dans la santé. Parce que même en l'absence d'une loi, la sensibilisation au contrôle coercitif peut aider les intervenants à repérer une femme en détresse. N'oublions pas, en plus, que le nombre d'accusations en lien avec des conditions non respectées de libération pour des accusés de violences conjugales a presque triplé en 8 ans au Québec seulement. Cela veut dire que les présumées victimes des femmes ne sont pas en sécurité. Étant donné le contexte, je suis surprise que le ministre de la Justice n'ait pas tenu compte de l'amendement proposé par l'Ombudsman fédéral pour les victimes d'actes criminels. L'Ombudsman suggérait que la poursuite prenne toutes les mesures raisonnables pour informer les victimes quand leur présumé agresseur est remis en liberté. Il me semble que c'est absolument essentiel dans un projet de loi qui est défini comme voulant mieux protéger les victimes. Le Québec, lui, a trouvé une façon originale de tenir les victimes au courant grâce à la diligence des CAVAX, mais ce n'est pas le cas ailleurs au pays. Quelques éléments me tracassent dans le choix de vocabulaire dans C-16. Plutôt que de garder l'appellation de contrôle coercitif, qui définissait bien la réalité dans C-332, le gouvernement a choisi de rebaptiser cette infraction comme étant un comportement contrôlant ou coercitif. C'est l'ajout du terme « ou » qui m'inquiète, car cela veut dire qu'il suffirait d'un comportement contrôlant, mais non coercitif, envers un partenaire intime pour être accusé. Or, des experts et des groupes de femmes ont mentionné durant l'étude à la Chambre des communes que les hommes accusaient souvent leurs conjointes de vouloir tout contrôler, notamment l'horaire et les activités des enfants et l'organisation de la maisonnée. Pourtant, ce type de contrôle, qui peut survenir dans un couple dysfonctionnel ou quand la mère a la garde des enfants, n'est pas l'équivalent de contrôle coercitif. Je remarque aussi, comme d'autres, que le terme féminicide n'est pas défini dans le cœur du projet de loi, alors que dans le sommaire de C-16, il est écrit qu'on modifie le code criminel pour assimiler au meurtre au premier degré le meurtre qualifié de féminicide lorsque la victime est une femme. Malheureusement, ce qui est écrit dans le sommaire n'a pas force de loi. À l'article 25, on parle de féminicide sans définir le terme. Doit-on comprendre alors qu'un homme pourrait être victime de féminicide, ce qui n'aurait aucun sens? Pourquoi ne définit-on pas ce terme? Car un féminicide, c'est quand on tue une femme parce qu'elle est une femme, comme dans la tragédie de Polytechnique à Montréal. Par ailleurs, les hypertrucages sexuels sont autant un fléau pour les femmes que pour les mineurs. Selon une étude américaine, 1 jeune sur 2 aurait déjà utilisé un site ou une application permettant de dénuder des personnes. Le quotidien La Presse racontait récemment qu'une victime québécoise surnommée Sarah souffre d'anxiété depuis qu'un hypertrucage nu d'elle à 13 ans a été distribué dans son école. Ces partages sont déjà criminalisés comme étant du matériel d'exploitation pédosexuelle. Mais selon les experts, il faut en faire plus. L'Union européenne s'est déjà engagée à interdire les outils permettant de créer des hypertrucages sexuels. Autre enjeu non résolu dans C-16, le retrait rapide des images intimes de l'Internet.
il faut obtenir une ordonnance du tribunal. En comparaison, le Québec fait figure encore une fois de précurseur en droit civil en ayant établi une procédure en ligne et accessible pour faire retirer de manière urgente des images intimes pour quiconque ayant plus de 14 ans. Revenons au contrôle coercitif. Certains groupes s'inquiètent que cette nouvelle infraction puisse se retourner contre les femmes qui tentent de protéger leurs enfants contre la violence de leurs conjoints. D'autres jugent que le concept de contrôle coercitif est trop large et qu'il risque d'être contesté ou mal interprété. Ces critiques sont légitimes. Des conversations devront donc avoir lieu avec les communautés les plus inquiètes, et ce, avant l'entrée en vigueur de ces 16. Un délai de 2 ans est prévu pour l'entrée en vigueur de l'infraction du contrôle coercitif, ce qui est raisonnable. J'ajouterai qu'il y a des façons de limiter les risques d'erreur. D'abord, tous s'entendent pour dire que le secret de la réussite, c'est de sensibiliser la population et de former les intervenants qui ont des contacts avec les victimes pour bien détecter le contrôle coercitif. Par exemple, ça va prendre plus de temps aux policiers et la mise au point de nouveaux questionnaires plus longs et détaillés pour celles et ceux qui portent plainte. Selon maître Karine Barrette, chargée de projet au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences, l'expérience de l'Écosse montre que lorsque la dynamique et les schémas de contrôle coercitif sont bien maîtrisés, les procureurs et les policiers trouvent plus facile de prouver le contrôle coercitif que les incidents isolés de violences physiques. Quand on comprend bien ce qu'est le contrôle coercitif, on est capable de mieux déterminer qui est l'agresseur principal, notamment quand il y a des plaintes croisées des 2 partenaires. Donc, en Grande-Bretagne du moins, il semble que l'infraction de contrôle coercitif ne se soit pas jusqu'à maintenant retournée contre les victimes. En conclusion, selon la professeure Carmen Gill, une sommité dans ce domaine, la criminalisation du contrôle coercitif est essentielle. Je la cite. « Il est important de renforcer la sécurité des femmes. L'infraction de contrôle coercitif sera une reconnaissance claire du fait que la violence entre partenaires intimes est un modèle de contrôle et de pouvoir à l'endroit de la victime et légitimerait les expériences vécues par les victimes. Une telle infraction pourrait également prévenir les homicides commis par un partenaire intime. Ce qu'on ne veut plus, c'est que des victimes de contrôle coercitif ne cherchent pas à obtenir de l'aide car elles estiment que ce qu'elles vivent, ce n'est pas assez grave ou ce n'est pas criminel. À éviter aussi que ces femmes ne soient pas prises au sérieux quand elles portent plainte car elles n'ont pas d'ecchymose. En terminant, je veux saluer le courage des survivantes de ces crimes odieux. Nous les avons entendues en comité. Je pense notamment aujourd'hui à Myriam Bergeron. Il est plus que temps de leur venir en aide en renforçant nos lois.